Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de 64 débats consacrés au Forum de Paris sur la paix qui planche aujourd'hui et demain sur une question cruciale. Comment préserver notre planète pour une stabilité mondiale durable, en clair pour la paix. Le changement climatique, on le sait, attise déjà des tensions, provoque des migrations, fragilise les États et alimente aussi les conflits pour les ressources. Avec nous pour en parler, un participant et une participante à ce forum qui arrive tout juste d'ailleurs de Chaillot. Sébastien Treyer, bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'IDDRI, c'est un groupe de réflexion, un laboratoire d'idées qui a pour but de faciliter la transition vers le développement durable. Avec nous également Julia Tass, bienvenue à vous, bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, responsable du programme Océan. Avant de vous donner la parole à tous les deux, ça n'a échappé à personne, en tout cas quand on s'intéresse à notre planète. Cela fait tout juste 10 ans, était signé à Paris un accord historique, celui de la COP 21, pour bien comprendre. Alexandre Malesson est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mohamed. D'abord, c'est quoi au juste cet accord de Paris ? Écoutez, venez avec moi, je vous propose un bond en arrière de 10 ans. Regardez ces images. Laurent Fabius, président de la conférence Paris Climat 2015 et son désormais célèbre marteau vert. Nous sommes le 12 décembre 2015. L'accord de Paris vient d'être adopté. Il liste des objectifs à long terme pour faire face au changement climatique. Le plus ambitieux, le voici, limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, c'est-à-dire à l'époque du 19e siècle. À ce jour, 193 pays et l'Union européenne ont ratifié cet accord et s'engagent donc à mettre en place des politiques publiques pour aller dans ce sens. Alors ça, c'est sur le papier, Alexandre. Voilà pour le contenu. Concrètement, 10 ans plus tard, où en sommes-nous ? Bon, alors, je ne vais pas prendre de pincettes, Mohamed, c'est très mal parti. D'après les calculs de l'ONU, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient baisser d'environ 10% entre 2019 et 2035. C'est un progrès, certes, mais c'est très insuffisant. D'après les scientifiques du GIEC, il faudrait que cette baisse soit de 60% pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Écoutez ce que disait le secrétaire général de l'ONU la semaine dernière. Le dépassement est désormais inévitable. Cela signifie que nous allons connaître une période plus ou moins longue avec une intensité plus ou moins élevée au-dessus de 1,5 degré dans les années à venir. Antonio Guterres qui met en garde notamment les gouvernements. Alexandre, justement, les États, les pays, les gouvernants, les dirigeants doivent intensifier leur politique climatique, mais le font-ils vraiment ? Écoutez, c'est bien là tout le problème. D'abord, on rappelle que les États-Unis, l'un des pays qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre, se sont retirés de l'accord en janvier dernier. Une des premières décisions de Donald Trump lors de son retour à la Maison-Blanche. Et puis, les États ne jouent pas tous le jeu. Tous les 5 ans, les pays signataires doivent soumettre à l'ONU leur bilan et leurs nouveaux objectifs. Ils avaient jusqu'en septembre pour le faire. Problème, il manque une centaine de feuilles de route, dont celle de l'Union européenne et de la Chine. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce point complet donc sur l'accord historique de Paris, celui de la COP 21. Il y a 10 ans, Julia Tass, on parle de degrés, d'un degré et demi ou autre. Clairement, il y a une conséquence du réchauffement sur les océans. Oui, en fait, l'océan est un des facteurs régulateurs du climat. Ouais. Il va, par exemple, absorber la chaleur au niveau de l'équateur et la redistribuer. Par exemple, en Europe du Nord, on bénéficie d'un climat plutôt tempéré grâce à la redistribution du Gulf Stream, qui est un courant océanique. Ouais. Donc les océans captent 30% du CO2 mondial ? Complètement. En fait, captent 30% du CO2 qu'on a rajouté à l'atmosphère. Ouais. Et l'océan va aussi capter 90% de la chaleur excédentaire, c'est-à-dire la chaleur que l'on a rajoutée avec les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre. Sébastien Treyer, vous travaillez, vous aussi, je ne l'ai pas dit, beaucoup sur les océans. Pour vous, malgré tout, cet accord de Paris, ça reste un socle important ? Pour moi, c'est un socle tout à fait important et la situation est grave, mais en même temps, il y a eu des changements assez importants. La sortie des États-Unis est importante parce que c'est vraiment problématique parce qu'ils sont un gros émetteur de gaz à effet de serre, mais le premier rapporté au nombre d'habitants. C'est ça. Mais l'Argentine et l'Indonésie qui avaient dit si les États-Unis ne sont pas, je sors, ne l'ont finalement pas fait. Et donc, il y a quand même une résilience de ça. Ça s'était déjà vu dans le premier mandat Trump où ils étaient sortis. Biden les avait remis. Ça, c'est un premier point que je voulais souligner, la résilience de ça. Et puis, le fait qu'il y ait quand même plus de 100 pays qui aient déposé leur contribution déterminée à l'échelle nationale, c'est quand même, on peut voir le verre à moitié vide, mais pour moi, il est à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y en a
beaucoup de pays qui disent on a besoin de stabiliser le climat, c'est important pour notre propre développement économique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont leur propre intérêt économique à cette économie décarbonée qu'on est en train de voir émerger. La Chine en particulier, tout à fait d'accord que ce qu'elle a dit à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, était insuffisant comme ambition climatique renouvelée. Et en même temps, on la voit déployer ces énergies renouvelables et ces technologies électriques d'une manière qui fait qu'en fait, l'économie chinoise va plus vite que ce qu'on imaginait pour sa propre décarbonation. Ouais. Alors tout à l'heure, la ministre Éléonore Carrouat nous disait que la paix dans le monde, ce n'est pas juste l'arrêt des conflits. Est-ce que vous, qui travaillez sur les océans, vous sentez une tension et une source de tension géopolitique parce que l'océan nourrit 3 milliards d'habitants sur la planète, par exemple, et parce que parfois les ressources se raréfient? Ça, c'est quelque chose qui est déjà une réalité? Ça a toujours été une réalité. En fait, notre dépendance aux ressources naturelles provoque inévitablement des appétits qui sont parfois contradictoires. Donc qu'il y ait des dynamiques conflictuelles autour de ressources naturelles, ça a toujours été le cas. Là, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que le changement climatique il va poser une pression supplémentaire. Il y a déjà la pression des hommes. Donc par exemple, pour parler de la pêche, il y a de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée. Ça, c'est toutes les pratiques de pêche que l'on a qui peuvent être facteurs de surexploitation. Et puis par-dessus ces activités destructrices des humains, vous avez le changement climatique qui vient à poser une pression supplémentaire. Donc c'est la combinaison du changement climatique et de nos activités qui peuvent mener à des conflictualités, en mer comme sur terre d'ailleurs. Et notamment en haute mer. Alors on a beaucoup parlé à l'UNOC 3 à Nice au mois de juin dernier, il y a 5 mois, du traité de la haute mer. Il y a eu des avancées, il me semble. Il s'agit en fait de faire en sorte que cela ne devienne pas le Far West. On sait qu'il y a des appétits, notamment pour des ressources minières qui se trouveraient dans les abysses des océans. Où en est-on ? Alors, il y a différents cadres de gouvernance. Donc, il y a effectivement ce traité, c'est une avancée majeure, parce qu'il a été ratifié par un nombre suffisamment important de pays pour qu'il rentre en vigueur. Donc, ce traité, il vient encadrer l'utilisation de la biodiversité dans la haute mer. Pour ce qui est des ressources minières, c'est un autre cadre juridique, et là, c'est en discussion. Et d'ailleurs, vous parliez de conflits ou de tensions. En fait, ces tensions-là, on les ressent aussi pendant les négociations internationales. Les différentes parties ne vont pas forcément être d'accord sur l'utilisation qu'on doit avoir de telle ou telle ressource. Donc, observer les négociations et observer ce qui se passe en mer, par exemple, ça peut permettre de comprendre qui agit où et comment. Et les cadres des négociations permettent de trouver des moyens d'avancer ensemble vers une utilisation plus durable. Mais ces cadres-là ne sont pas exempts de conflictualité, ou en tout cas de tensions. Il y a aussi des tensions qui se traduisent. On parle des océans, on pourrait parler aussi des sécheresses à répétition, notamment du Sahel, où on voit maintenant depuis de nombreuses années des conflits qui opposent des agriculteurs, des cultivateurs à des éleveurs. Comment, justement, essayer de préserver, en tout cas, ce qu'il reste, si j'ai envie de dire, de cette paix mondiale, de cette stabilité? Comment faire, en fait? En fait, vous avez raison de souligner que le changement climatique, à travers son impact sur l'océan ou sur les sécheresses, est une source d'accroissement des conflits entre les pays et au sein des pays. Je voudrais quand même souligner aussi que ce qu'on est en train de voir émerger, c'est que les négociations, je crois comme le disait Julia, les négociations sur l'environnement sont elles-mêmes devenues très géopolitiques et très conflictuelles, parce qu'en fait, ce dont on parle pour réduire l'augmentation des températures, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est en fait des transformations de l'économie mondiale qui sont redoutablement difficiles à encaisser parce qu'elles vont complètement reconfigurer les chaînes de valeur et les rapports de pouvoir dans les relations économiques entre les pays. Et parce qu'aussi les pays du Sud, je parle sous votre contrôle, disent mais pendant longtemps vous avez pollué, maintenant que nous on aspire à un développement, on nous met des contraintes, donc il faut aussi des compensations financières. Le point conflictuel, c'est beaucoup celui-ci, d'ailleurs c'est l'argent. En fait, vous avez raison, c'est un point conflictuel dans la négociation climatique. Les pays du Sud disent tenez vos engagements de financement public, de flux financiers publics du Nord vers le Sud, mais de plus en plus on les voit aussi dire si ça continue comme ça, on va être submergé par des technologies chinoises qui vont nous aider à accéder à l'électricité pour notre développement, mais la Chine aura tous les bénéfices de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur, et nous, où sera notre espace de développement? Et donc, ce que j'essaie de souligner là, c'est qu'on est aujourd'hui dans une espèce de révolution industrielle dans l'électrification de tous les usages, le bas coût des énergies renouvelables chinoises, etc., qui est positif pour le climat, mais qui est en train de créer des stratégies économiques extrêmement conflictuelles. On voit Donald Trump réagir à sa manière, en essayant de mettre des tarifs
tarifs et des droits de douane de tous les côtés. Et on voit aussi les pays du Sud dire attention, en fait, non seulement on a besoin d'aide publique au développement des pays du Nord, mais on a aussi besoin de comprendre quels sont les rapports de force économique entre toutes les grandes puissances du monde. On risque d'être les dindons de la farce si la course économique est uniquement entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Et donc, c'est ça qu'on va discuter, à mon avis, à la COP30. C'est beaucoup de se dire, en arrière-fond, et souvent pas de manière explicite, comment est-ce qu'on coordonne nos stratégies de puissance industrielle. Vous y serez tous les deux à Belém, au Brésil, à la COP30 Non, pas de mon côté. Ouais. Ça économisera un peu de carburant, parce que c'est aussi le paradoxe, et c'est ce qu'on dit souvent. En fait, est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme? Nous sommes les héritiers d'une histoire qui s'est construite sur les conditions de la paix pendant longtemps. C'était justement nécessiter d'exploiter en fait notre planète. Accéder à la paix, c'était ça, c'était accéder au progrès, au bien-être en exploitant la nature. Est-ce que cela veut dire qu'il faut inverser notre vision? D'ailleurs, je le dis, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a des peuples des mers, notamment, et des océans qui vivent toujours et depuis des centaines d'années, des millénaires, en harmonie avec la nature et l'océan. Alors là, vous ouvrez une question sur laquelle on peut passer des heures. Alors, peut-être 2 points. Le premier, c'est que la culture dont vous parlez, elle est peut-être spécifique à l'Europe. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de civilisations qui se sont développées en paix, sans forcément aller toujours plus loin dans l'exploitation des ressources et en essayant de maintenir un équilibre. D'un point de vue géopolitique, quand on étudie, je fais un parallèle entre l'art européen de la guerre, par exemple, qui implique toujours l'action et le fait d'aller plus loin et d'aller en confrontation, quand il y a d'autres manières de mener des conflits qui vont s'appuyer sur des ressources, mais de manière beaucoup plus latente et en épousant un peu les contours de ce qui est disponible. Et donc là, on le voit, je pense que c'est un rapport au monde qui est très technique et qui est basé sur l'action. Donc ça, c'est peut-être une des premières explications. Et la deuxième chose, pour répondre à votre point sur le temps de paix qui implique qu'on exploite les ressources, effectivement, le temps de paix a permis que l'on exploite massivement les ressources. Et finalement, la paix, en étant basée sur la croissance, implique une croissance démesuré. Mais ça ne veut pas dire que le temps de guerre n'a pas d'impact sur l'environnement. Les guerres ont des impacts très important sur l'environnement. Et il y a un proverbe africain, alors soit swahili, parfois soit ivoirien, qui dit que quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et je pense qu'en fait, quand 2 éléphants sont là, l'herbe souffre de toute manière. Et donc, en fait, qu'on soit en état de paix ou en état de guerre, c'est pas tant cet état du monde qui a un impact sur notre utilisation des ressources que notre rapport à la nature. Quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, proverbe africain, donc que vous nous apprenez. En ce qui me concerne, dans tous les cas, ce forum sur la paix qui se tient à Paris, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? C'est jusqu'à demain soir. C'est vrai que parfois, y compris des militants convaincus pour l'environnement se disent, voilà, on parlait de Nice, l'UNOC 3, on parle de la COP 21 il y a quelques minutes. Ce sont des conférences qui débouchent parfois, selon vous, sur des choses concrètes? Oui, ça débouche sur des choses concrètes. C'est l'objectif de ce forum de Paris sur la paix, et notamment de préparer en amont de la COP30 qui se passera à Belém un certain nombre de sujets clés qui vont paraître extrêmement techniques ici. Mais il y a la question d'un gaz à effet de serre particulier qui est le méthane, qui réchauffe très vite l'atmosphère, mais une durée de vie plus courte, et sur lequel il suffirait normalement d'imposer aux compagnies pétrolières d'éviter que leur exploitation pétrolière envoie trop de méthane, qui en fait serait une ressource qui pourrait capter. Donc il y a des éléments très concrets comme ça. Si vous me permettez juste un mot sur la question géopolitique que vous posiez tout à l'heure, qui est absolument fondamentale. Et philosophique. Je vais citer Pierre Charbonnier, qui a écrit un superbe bouquin, qui dit qu'en fait, depuis 1945, on a construit les conditions de la paix par le fait qu'on exploitait le pétrole, qui a un rendement énergétique absolument inédit dans l'histoire de l'humanité, et qui a permis une productivité économique assez fascinante entre la Chine, l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, cette ressource ne peut plus être celle qu'on met dans notre moteur, parce qu'en fait, sinon on va dérégler le climat de manière encore plus grave, et ça va créer des guerres massives. Et en même temps, la transformation vers une économie sans pétrole est extrêmement compliquée, parce que, comme je le disais, ça rebat complètement les cartes économiques. Les terres rares, il y a déjà une bataille aussi mondiale qui est engagée. La Chine met des restrictions. Donc la transition écologique que vous prenez, il y a aussi l'envers du décor. Ça ne tombe pas du ciel non plus, en fait. Les microprocesseurs, les petits composants. Mais effectivement, ça veut dire qu'il va falloir comprendre que aujourd'hui, la domination technologique chinoise et la domination qui met en dépendance des technologies et des terres rares chinoises le reste de la planète, c'est pas un scénario où la Chine a intérêt à dominer la planète et à écraser l'économie des autres, parce que si on veut avoir un avantage compétitif comme ils l'ont aujourd'hui, il faut pouvoir exporter sur le marché des autres. C'est frappant, j'étais à Pékin il n'y a pas si longtemps, les constructeurs automobiles chinois sont très compétitifs, mais pas rentables.
Ils sont tellement compétitifs qu'ils se font une concurrence mortelle entre eux et ils ont des pertes actuellement. Et donc, il y a un vrai intérêt à recréer les conditions d'une paix en se disant que ce n'est pas le pétrole par l'augmentation de la productivité partout qui va marcher. Sachant que les pays du Sud, l'herbe entre les éléphants, ont perdu déjà depuis 1945 et vont perdre encore plus dans cette transition si on n'y prend pas garde. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour conclure en un peu moins d'une minute, ce forum, pourquoi pour vous c'est important d'y participer en tant que scientifique? Parce que ce forum, il joint les deux sujets que vous avez abordés, c'est-à-dire la géopolitique, la paix et le climat, qui sont parfois pas abordés de la même manière et pas dans les mêmes enceintes. Donc c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, on ne va pas attendre la même chose d'un forum comme celui qui se tient à Paris en ce moment, qui n'a pas pour vocation d'organiser, de structurer les modalités d'une convention, alors que la COP reste un rendez-vous crucial pour organiser la manière dont on va mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc, au niveau étatique on n'attend aussi. pas exactement la même chose de forums plus informels comme celui de Paris et de forums plus formels comme Mais on a besoin de toutes les initiatives. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur notre plateau. On vous laisse donc repartir, Julia Tass et Sébastien Treyer, à ce forum donc à Paris qui se tient jusqu'à demain soir. Merci à tous les deux. Merci.